Tenu à l'écart lors des scrutins de 2015 après la chute de Blaise Compaoré, le Congrès démocratique pour le progrès, le CDP de Blaise Compaoré est revenu au devant de la scène avec pour résultat la deuxième place aux dernières élections présidentielles couplées aux législatives du 22 novembre 2020 au pays des hommes intègres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus qui nous amène à la découverte du pays des hommes intègres, surtout à la découverte de l'homme fort qui insuffle aujourd'hui la dynamique au parti CDP de Blaise Compaoré. Monsieur Eddy Komboigo, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes militant de premières heures, si on peut le dire ainsi, depuis les années 90. Vous êtes expert comptable, vous êtes également un homme d'affaires et vous avez réussi à vous imposer comme celui qui rassemble aujourd'hui le parti de Blaise Compaoré après les événements de 2014. Dites-nous comment est-ce que vous êtes arrivé à vous imposer aujourd'hui comme leader numéro 1 du parti CDP? Non, on n'a pas besoin de s'imposer, on a besoin de trouver un leadership au niveau d'un groupe qui veut avancer. Et je ne pense pas que c'est une imposition, mais c'est un consensus requis avec aussi bien les aînés que notre génération et la génération montante. Il faut dire que le Burkina a connu des difficultés en 2014 avec ce que d'aucuns appellent l'insurrection. Nous appelons les événements des 30 et 31 octobre, où le président Compaoré a préféré partir au lieu pour éviter des effusions de sang. Après cela, nous avons vécu une période de transition où les autres ont tenté, aussi bien que mal, de gouverner le pays, tantôt dans la vengeance, tantôt dans le pardon, l'un dans l'autre. On a vécu une année très difficile où notre parti a subi le gourou des plus forts qui disait qu'il a permis d'exclure le CDP aux élections de 2015. Nous avons ce qui a provoqué des départs ou réduit certaines forces, certaines personnalités politiques au silence sous des menaces de poursuites judiciaires ou même des menaces tout court. Ce qui nous a permis, une génération montante, de revenir au devant des choses. Est-ce que c'est parce qu'on a eu à... Il faut être franc. Il faut être franc que s'il n'y avait pas eu les événements des 30 et 31 octobre, c'était pas sûr que ça soit Eddy Komboigo parce que le CDP regorge beaucoup de ressources humaines de qualité. Ce n'était pas sûr qu'une telle démocratie se joua pour que Eddy Komboigo soit à la direction du parti. C'est vrai, les événements du 30 et 31 octobre 2014 en ont joué, mais au-delà de tout cela, il a fallu un courage d'un certain nombre de militants pour reprendre le parti. Et je pense que nous étions un certain nombre de jeunes députés. De l'autre côté, nous avons également les anciens caciques du parti qui s'organisaient tout doucement pour revenir au devant des choses. C'est pourquoi nous avons mis les forces ensemble et nous avons tiré les leçons des événements des 30 et 31 octobre. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a failli dans le système Compaoré pour que cela arrive. Nous avons fait le bilan en tirant les actifs et en assumant certainement le passif sans être auteur ou acteur de ce passif-là. Parce que les vrais acteurs, auteurs de ce passif sont ceux qui gouvernent aujourd'hui. C'est personne d'autre que le président. Pas du tout. Je n'ai pas jamais gouverné sous Blaise Compaoré. Je n'ai jamais eu un poste de ministre ou de DG de société. Moi, je suis un pur produit du secteur privé qui a compris qu'il faut impulser une réforme dans la gouvernance afin de servir au mieux les populations. C'est ainsi que nous sommes réorganisés et nous avons impulsé la démocratie interne et nous avons procédé par consensus à mon élection en 2015 et nous sommes allés au vote pour ma reconduite en 2018. Et pour le choix du candidat à l'élection présidentielle, c'est l'une des rares fois qu'en Afrique, dans un parti aussi grand,
on organise des primaires. Et ce sont des primaires qui m'ont porté le 30 et le 11 mai au devant des choses pour être candidat à l'élection présidentielle 2018. Parti de nulle part comme ça s'imposer, quel en est le secret? Parti de nulle part, je pense que vous êtes exagéré dans le mot. Edi Komoïga a toujours été un Burkinabé actif au sein du parti. Au sein du parti, dans son cabinet, il a beaucoup assisté les industries à s'implanter au Burkina. Il a beaucoup participé à des actions sociales. Lui-même, il en a fait pendant 20 ans. Vous savez que mon salaire a été toujours affecté à des actions sociales, soit des fourrages, soit appuyer des villages, à obtenir des puits ou à obtenir ceci ou cela, et ainsi de suite. Voilà. Ce qui fait que je suis connu au Burkina Faso. Je suis très bien connu, aussi bien dans le secteur public, dans le secteur agricole, et dans le secteur scolaire. Ayant été étudiant, enseignant pendant 20 ans à l'UFR de droit et à l'UFR de sciences économiques. Ce qui fait quand même que je ne suis pas un inconnu du Burkina. Et donc mon leadership s'est certainement révélé aux yeux des uns et des autres quand il s'agissait de diriger le parti. L'unanimité a été obtenue, ou le consensus a été obtenu le plus rapidement possible. Avant, c'était Zéphirin Diabré. Aujourd'hui, le CDP est revenu au devant de la scène. Est-ce que ça a été facile de refaire venir le CDP comme ça au devant de la scène? Comment est-ce que ça s'est passé? Vous voulez la vérité? Oui, la vérité. Le CDP a toujours été au devant de la scène politique. Il ne s'agit pas, par vous les communicateurs, comme complices des acteurs politiques, de vouloir reléguer le CDP au second, troisième ou dernier rang. La réalité en est la vérité, est que le CDP est la première force, a toujours été la première force et est la première force politique du Burkina. Je vais en arriver, vous avez dit, mais on est le deuxième. Ce sont les urnes. Est-ce que c'est la vérité des urnes? Bon, on va aborder bientôt, on va y arriver. La question et donc, des élections. Comme un parti de plus de 20 ans, ancré dans les villes et les campagnes, dans les provinces, dans les hameaux les plus reculés, mais vous ne pouvez pas imposer aux populations de faire un choix qui n'est pas de leur. Parlant des populations, comment justifiez-vous alors les événements de 2014, l'insurrection? Mais je ne sais pas si ceux qui sont sortis représentant 1/10 des populations de Burkinabé qui étaient du peuple burkinabé. Vous savez, pour défaire un régime, ce n'est pas 90% des populations, mais c'est les populations citadines qui, par des actions, bloquent le système. Et pour qu'il n'y ait pas d'affrontement, le président Compaoré a préféré démissionner. Cela ne veut pas dire que tout est négatif. Je ne dis pas que le président Compaoré est un ange. Je m'en voudrais de le qualifier comme tel. Mais nous pensons qu'il y a eu des acquis depuis les années 90, 2000, 2010, qui a mené le Burkina à faire des bons. De 2015 à 2020, nous n'avons pas vu, le Burkina n'a fait que reculer. Les agrégats macroéconomiques sont assez clairs, une récession claire, même si on donne parfois des agrégats qui ne sont pas la vérité, en disant que nous sommes en croissance. Qu'est-ce que c'est que la croissance? Quand nous ne respectons pas les agrégats macroéconomiques, par exemple, sur la bonne gouvernance, vous avez le ratio de la masse salariale sur les recettes propres est de 57% au Burkina. Vous savez, c'est un agrégat UMOA qui est de 35%. Qu'est-ce que c'est que le respect de ces agrégats? Lorsque vous financez votre pays avec des déficits budgétaires continus depuis 5 ans, et pas des déficits des moindres, parce que à chaque année, je pense qu'en 2016, le budget était 2600 milliards. Nous n'avons pas pu collecter plus de 1400 milliards. Voyez-vous, le déficit. C'est tout cela qui nous amène à dire que le Burkina n'est pas en progrès. Alors si vous ramenez ça en 2014, en disant que les populations sont sorties, ramenons-nous, quelle était la question? Il fallait modifier l'article 37 pour permettre au président Compaoré de se représenter, qui était une démarche purement légale. Parce que la Constitution le permettait. Mais
les populations citadines n'étaient pas d'accord, notamment les intellectuels. Entre la légitimité et la légalité, qu'est-ce que vous voulez? C'est bien sûr la légalité. La preuve est que 5 ou 6 ans après l'insurrection, disant ceux qui étaient là n'ont toujours pas été jugés, parce qu'on ne peut pas juger l'insurrection. Si on juge l'insurrection, ce sont les insurgés qu'on finira par condamner à la place, parce que les victimes de l'insurrection sont des victimes. Voyez-vous, ils étaient dans une démarche légale qui n'était pas été légitime. Mais on ne sait pas la légitimité qui gouverne. On a des règles qui régissent la gouvernance d'un pays. Ce sont les lois. On a souvent remarqué que tous les pays dans lesquels il y a eu insurrection ou les révolutions, ça prend souvent du temps pour pouvoir redécoller. N'est-ce pas dans l'ordre naturel des choses qui se passe aujourd'hui au Burkina? C'est tout autre chose. Il a manqué beaucoup de la prévision. J'ai gouverné, c'est prévoir. Et puis il faut rappeler aussi que le Burkina a été frappé par les attentats, mais attendez, c'est justement, c'est pourquoi je vous dis que gouverner, c'est prévoir. Lorsqu'on a une gouvernance consciencieuse, on n'attend pas que les terroristes viennent vous attaquer. Les terroristes frappent à la porte du Burkina depuis les années 2000. Même en Occident, les pays qui sont un peu plus en matière de prévision sont aussi frappés par le terrorisme. Dites-moi, est-ce que dans quel pays d'Europe on frappe pendant 5-6 ans de terrorisme sans que ça ne s'arrête? Dites-nous dans quel pays américain on frappe? L'Amérique du Nord, certainement. Ça frappe pendant 5-6 ans. Même la Première Guerre mondiale a duré 4 ans. Ils sont allés sur la table de négociation. Ce n'est pas que nous critiquons pour critiquer. Quand nous disons gouverner, c'est prévoir, c'est d'éviter que ça se réalise. Une fois que vous laissez les hommes armés, on les appelle les hommes armés non identifiés, ce que vous appelez terroristes, s'installer, c'est difficile de les déloger si vous les laissez s'installer. Donc, mieux vaut prévenir, éviter qu'ils s'installent. Depuis les années 2000, ils frappent à nos portes, ces groupes armés, mais ils ont toujours été repoussés. Alors, lorsqu'on arrive au pouvoir et que l'on laisse tomber la stratégie ancienne, la disant qu'elle est caduque, qu'elle est désuète, elle n'est pas celle que vous voulez, et que vous surprenez au début de votre mandat par des attaques dites terroristes, aussi bien dans les villes qu'une occupation dans les campagnes, alors, il y aura toutes les conséquences sur la gouvernance d'après. Parce qu'aucun investisseur ne viendra dans votre pays s'il y a des attaques armées. Et puis, il n'y aura pas de nouveaux investisseurs. Tout au contraire, les anciens, si c'est des Occidentaux, ils sont toujours alertés par leurs ambassades. Ils voudront se retirer, et s'ils se retirent, il y aura forcément récession. Parlons à présent des élections, les dernières élections présidentielles qui ont vu le parti de Blaise Compaoré, le CDP, revenir en deuxième position. Vous étiez justement candidat porté par le CDP. Dites-nous, pour vous, ces élections ont été crédibles ou pas? Parce que tout à l'heure, vous en faisiez référence. Est-ce que les élections étaient crédibles? Non, nous avons mis tout en place pour que les élections soient crédibles. Malheureusement, elles ne l'ont pas été. Vous avez vu la déclaration de l'ensemble des candidats de l'opposition. Les premiers jours, au soir du 22, il y a eu déjà dans la journée du 23 novembre, donc soit 24 heures après, et publication des résultats. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le code électoral. Nous avons eu un dialogue politique intelligent où l'opposition est allée vers la majorité. Nous avons proposé de retoucher le code électoral afin d'organiser des élections consensuelles, transparentes, inclusives, pour que ceux qui n'auraient pas gagné aillent féliciter celui qui aurait été proclamé. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Il y a eu les achats de conscience. Des cartes d'électeurs ont été récupérées, qui n'ont pas pu voter. Il y a eu des bureaux de vote qui ont été ouverts alors qu'ils ne devaient pas l'être. Et les bureaux de vote qui devaient être ouverts n'ont pas été. Au-delà de cela, lors de la compilation, nous avons proposé qu'une compilation manuelle d'abord, au niveau que l'on appelle CCCL. Ensuite, une compilation électronique par l'ordinateur, et l'on compare les deux résultats. S'il y a des erreurs, on corrige avant de l'envoyer à la direction de la CENI pour être lu. Malheureusement, plus de 90% des centres de compilation n'ont pas pu faire la compilation manuelle. Nous nous sommes contentés d'une compilation électronique
qui étaient tout à fait différents des résultats qu'auraient donné les compilations manuelles. C'est pourquoi l'opposition a donné du ton. Nous avons gentiment été rappelés par les observateurs. Attendez, je vais vous dire pourquoi. Par les observateurs internationaux. Pour paraphraser un peu, vous avez préféré la préservation de la paix sociale justement, à la revendication, oui, malgré tout ce que vous dénoncez. Attendez, oui, tout ce que vous dénoncez est vrai, mais il faut préserver la paix. Il faut préserver la paix parce que si vous appelez les gens à sortir dans les rues, ils vont sortir, les autres vont réagir avec des armes non létales. Si les armes non létales ne donnent pas résultat, ce sera des armes létales. Quel est le nombre critique de morts pour que l'opinion ou les choses s'inversent? Lorsqu'on regarde dans les pays environnants, il y a quoi de se poser des questions. Parce que notre pouvoir, c'est d'y arriver en laissant autant de morts derrière nous. En définitive, qui servons-nous? C'est les populations. Nous voulons une course au pouvoir aveugle. Si nous avons l'intelligence d'organiser des élections avec des textes, il faut strictement respecter. C'est là que l'on voit la maturité politique d'un homme et non la course aveugle au pouvoir par la conquête, par tous les moyens de ce pouvoir. Une fois est de le conquérir, une autre est de pouvoir gouverner. Et c'est pourquoi ceux qui arrivent au pouvoir de cette manière ont du mal à gouverner, à faire développer notre pays et notre continent. Et c'est dommage. Vous avez rencontré le président de la République après les élections, les dernières élections présidentielles. Vous, en tant que chef de file de l'opposition, est-ce que la question de Blaise Compaoré a été abordée? Parce que déjà le président, il a dit qu'il était ouvert à un retour de Blaise Compaoré au Bercail. Est-ce que vous en avez encore parlé la dernière fois quand vous êtes vus? Nous avons terminé les élections. Le Conseil constitutionnel a proclamé un dernier ressort que le président Kaboré est élu pour 5 ans. Nous sommes allés le saluer et lui demander d'être le président de tous les Burkinabés, sans distinction d'ethnie, de profession et de religion. Nous avons également demandé à ce qu'il organise 3 choses. Des États généraux sur la paix, la réconciliation nationale, des États généraux sur la recherche de la paix et la sécurité, des États généraux sur la relance économique. Le jour de la prestation de son mandat, de son serment, il a donné un discours. Il a répondu à nos 3 questions. Il s'engage. C'était des engagements de campagne. Et il n'y a pas de raison que nous ne croyons pas. Voilà. Il a répondu en disant qu'il va dans ce sens. S'il va dans ce sens, nous sommes son homme. Mais s'il ne va pas dans ce sens, on se fera entendre également. D'accord, mais est-ce que votre posture de chef de file de l'opposition aujourd'hui ne vous permet pas d'entamer des tractations, ou bien les tractations ont été déjà amorcées dans ce sens? C'est lui qui a été déclaré élu par le Conseil constitutionnel. Je ne peux pas m'arroger le droit de celui qui doit orienter, celui que le Conseil constitutionnel, nos juridictions suprêmes ont décidé, et à travers ces élections bâclées, qu'il est l'homme élu. Et si nous avons accepté, nous le laissons terminer sa démarche. Et si nous sommes invités à échanger, nous produirons des conseils constructifs pour que nous allions à la réconciliation, nous retrouvions la paix enfin, et que nous relancions l'économie pour le bien-être de nos populations. Vous avez déclaré à Jeune Afrique que vous avez le soutien de Blaise Compaoré, ce qui suppose que vous êtes certainement constamment en communication ou en contact. Dites-moi, est-ce que Blaise Compaoré lui-même, il voudrait bien revenir au Burkina Faso? Mais bien sûr qu'il l'a exprimé plusieurs fois. Il a écrit au président Roch-Marc Christian Kaboré. Il a dit qu'il souhaitait revenir. Il a souhaité donner son appui pour la recherche de la paix. Il est un ancien chef d'État. Il est tout à fait normal que nous transcendions nos égos, ou nos vengeances, ou nos volontés de recherche d'une justice parfois aveugle au détriment de la cohésion nationale, pour permettre à tout un chacun de venir s'expliquer au peuple burkinabé et qu'en tant que chef d'État, il puisse rentrer comme un chef d'État pourrait revenir dans son pays. Pour les questions judiciaires, mais s'il n'est pas là, vous allez le juger comment? Par contumace. Et même si pour les raisons judiciaires, pour des dossiers qui datent que l'on a ouverts depuis une vingtaine, une trentaine d'années,
qui ne trouvent pas de solution au niveau de la justice classique, le droit commun. Est-ce que nous allons continuer cela pour rechercher la réconciliation, puisque les gens, les uns et les autres, parlent de triptyque vérité, justice et réconciliation. Pour qu'il y ait la vérité, il faut qu'on se parle. Pour la justice, il faut qu'on se parle. Pour la réconciliation, il faut qu'on se parle. Mais quel type de justice? Si c'est la justice classique, tant que la justice n'aurait pas vidé, il n'y aurait pas de réconciliation. Dans ce cas, peut-être faut-il attendre en 2040 pour voir cette réconciliation enfin. Aujourd'hui, ici, il vous est demandé de faire des propositions, des recommandations pour que le Burkina Faso puisse retrouver sa sécurité, sa sérénité. Nous avons été constants dans notre proposition depuis 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Il n'y en a pas 90 000 solutions. Il faut d'abord montrer qu'on a une armée forte, bien équipée, dissuasive. Il faut une diplomatie, donc un réseau de renseignement conséquent pour avoir des informations. Parce que vous ne pouvez pas vous battre contre des hommes non identifiés pendant des années. Mais le terrorisme, il faut les une guerre identifier. asymétrique. Oh, attendez, c'est pourquoi les autres vivent en paix. Est-ce qu'il y a beaucoup de pays qui vivent le terrorisme? Le Togo vit le terrorisme, dites-moi, pendant qu'on y est. Vous voyez que vous n'osez pas. Parce que gouverner, c'est prévoir. Donc il faut un réseau de renseignement conséquent pour identifier ceux qui nous attaquent et savoir pour quelles raisons. Et si nous avons ces informations, nous allons à la troisième phase qui est la diplomatie de dialogue et de négociation. Si on peut trouver une solution par les armes, l'intelligence et le bon sens voudraient que nous évitions les conséquences des armes et nous trouvions la solution par le dialogue. Et enfin, relancer les économies parce que nous savons que le terrorisme a fait tache d'huile dans ces zones et que les populations pauvres ont été engagées. Si nous avons une relance économique employant les jeunes, ça fragilisera davantage les groupes armés qui nous attaquent. Mais je suis fier de constater, content de constater qu'enfin le G5 Sahel n'a fait qu'emboîter notre pas, puisqu'en définitive, pour le commandement unifié au niveau du G5 Sahel, la France le demande. Nous sommes tout à fait d'accord pour que la France ait le commandement unique, mais avec une présence forte. Idriss Déby vient de le dire au dernier sommet, il y a 48 heures de cela, d'amener 1200 soldats aux 3 frontières Mali, Burkina, Niger, pour montrer la présence forte. Et en même temps, le Premier ministre de notre pays, le Premier ministre du Mali, m'ont rejoint dans la proposition de privilégier également et le dialogue et le renseignement et le dialogue à la place de la lutte armée. Nous arrivons au terme pratiquement au terme de cet entretien. Quelles sont les perspectives aujourd'hui pour le CDP et pour vous-même de façon particulière? Gérons le parti dans la sérénité. C'est sûr, quand vous regardez les années à venir, il y aura beaucoup de secousses dans les partis. Peut-être que le CDP a déjà vécu ce que les autres partis vont connaître maintenant. L'allègement et le rajeunissement de l'équipe, comme vous l'avez si bien dit. Il y a un travail générationnel qui a été fait au niveau du CDP permettant à une génération de prendre le devant des choses, ce qui n'est pas évident au niveau de la majorité. Ça va certainement arriver et lorsque l'on regarde la situation économique de notre pays, la situation sécuritaire, géopolitique de notre pays, il n'y a aucun signe d'espoir d'amélioration de la vie économique, de la vie des populations. Ce qui fait que gouverner pendant ces 5 ans ne serait pas une tâche facile sur ceux qui ont été déclarés élus. Eh bien, nous resterons vigilants et nous les accompagnerons si ça va dans le sens, comme j'ai dit, des populations. Et si ça ne va pas dans ce sens, ben, nous allons aviser. Mais pour ce qui concerne le CDP, nous allons continuer la formation et l'élévation des niveaux politiques pour que nous ayons enfin des cadres jeunes, conséquents, pour la gouvernance future, parce que nous sommes certains que dans les années à venir, le CDP reviendra, parce qu'il a le meilleur des programmes, il a le programme qui intègre les populations, conçu par les populations et qui sera exécuté par les populations. Et cette fois-ci, nous serons vigilants pour les élections à venir. Monsieur le Président, merci. C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir encore accordé votre attention. Je rappelle à ceux qui nous ont pris en cours de route que nous avons eu plus plaisir à discuter avec M. Eddy Komboigo, qui est le chef de file de l'opposition du côté du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il est arrivé deuxième tout naturellement lors des dernières élections présidentielles couplées aux législatives du 22 novembre 2020. Mesdames et messieurs, merci encore une fois pour la confiance. Vox Africa, je le dirai toujours, c'est la voix d'une Afrique fière.